Au moment en fait, où les événements se déroulent, on est en réunion, c'est un séminaire qui se passe tous les ans. Et en fait, tout le GIGN est rassemblé, ainsi que des unités de contre-terrorisme de l'international. La date, par un total hasard, est tombée complètement ce jour-là. Et en fait, il y a eu un brouhaha en fait, dans la salle, avec des téléphones qui ont commencé à circuler, des personnes qui sont sorties avec le téléphone, etc. Et on a constaté en fait que l'attentat venait d'avoir lieu au sein des locaux de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que c'est fou parce que la date, elle correspondait justement, je dirais, à un séminaire où vous étiez tous réunis. C'est vrai que c'est incroyable, c'est un truc que peu de gens savaient. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai su il y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est incroyable parce que vous étiez tous ensemble pour un séminaire et ça tombe ce jour-là. Et c'est vrai qu'ils ont vu voilà, tout le monde sortir, ils ont commencé à sentir qu'il y avait un truc important. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On vous dit quoi? On nous dit de temporiser en fait. Au sein des opérationnels, évidemment, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier, on s'entraîne pour ça, on vit pour ça, donc on a envie de partir, on a envie d'y aller et d'arrêter tout ça. En revanche, les individus ne sont pas localisés à ce moment-là, donc le commandement nous met en stand-by dans l'attente d'éléments concrets pour pouvoir entamer concrètement une traque. Comment ils sont localisés? Alors, qui les localise? Ils sont localisés en fait le 8 au matin, parce qu'ils se rendent à une station de service où ils vont en fait récupérer des vivres, de l'eau, etc. Avant de reprendre la fuite. Et à ce moment-là, l'alerte est donnée avec une direction de fuite et donc un secteur délimité qui permet tout de suite de mettre en place tout le dispositif des forces de l'ordre qui a été mis en place pendant cette période. Et je souhaite encore souligner en fait cet engagement de toutes les forces de l'ordre, que ce soit policiers, gendarmes, militaires, pompiers, qui ont œuvré en fait pendant cette traque, parce que ça a permis de mettre une pression en fait sur les terroristes, qui les a terrés pendant un moment, avant qu'ils ne ressortent concrètement du bois le 9 au matin. Alors, quand on est au GIGN, on se dit quoi? On se dit j'ai envie d'aller intervenir ou j'ai pas envie de faire partie de ceux qui vont intervenir? C'est ça, mais c'est important, c'est vrai. Alors déjà, je vais préciser une chose, parce que je ne suis plus au GIGN aujourd'hui. D'accord. Je suis toujours en activité, mais je ne suis plus au sein du GIGN aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Je précise bien pour très bien, c'est important, voilà. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous engagez pour sauver des vies. Donc à partir du moment où vous voyez vous disiez, Romain, j'espère que je vais pouvoir aller intervenir. Bien sûr. Ah ouais. Et je ne pense pas que vous puissiez trouver un seul membre du groupe qui à ce moment-là dise ouais, ben moi j'ai piscine ou je vais faire aquaponie. C'est sûr. Tout le monde veut y aller. Quand on vous demande d'y aller, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Enfin. C'est vrai, enfin? Oui. Vous vous engagez pour des valeurs, vous vous engagez pour défendre les gens, vous vous engagez pour le peuple. Et à ce moment-là, vous vous entraînez en permanence, vous faites des sacrifices sur votre vie de famille, vous faites des sacrifices sur votre carrière, parce qu'en fait, rentrer au GIGN bloque un petit peu votre parcours de carrière, votre avancement, etc. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, je m'entraîne pour ça, parce que c'est vrai qu'il pour ça. Il faut le dire, hein, le GIGN, c'est énormément d'entraînement pour des interventions vraiment qui sont très rares. C'est vrai. Donc on s'entraîne, mais c'est pas, voilà, on n'intervient pas tous les jours. On s'entraîne pour des interventions de ce genre aussi. Voilà, notre cœur de métier, c'est le contre-terrorisme. Voilà, c'est ça. Ensuite, le groupe fait beaucoup d'interventions dans d'autres domaines, le grand banditisme, etc. Bien sûr. Il y a beaucoup d'emplois. Mais le cœur de métier, on vit pour le contre-terrorisme. Parce qu'on sait qu'il y a le RAID, qui fait partie de la police, c'est ça, le ministère de l'Intérieur, et il y a le GIGN, c'est la gendarmerie. C'est ça, voilà. Et donc, c'est vrai que vous entraînez. Là, on vous dit que vous allez intervenir. Vous savez que les frères Kouachi, on l'a vu, ils sont prêts à tout. Est-ce que vous appelez votre famille avant? Vous leur dites, voilà, je vais intervenir sur une opération, sur cette opération. Le premier réflexe que j'ai au moment où on part concrètement en convoi, c'est d'appeler mon épouse, de lui demander d'éteindre la télé. D'accord, ah ouais. Ça a toujours été convenu avec elle que le jour où ça arrivait, où je partais sur une grosse intervention qui forcément allait être très médiatisée, qu'elle break au niveau des médias. C'est terrible. Et je lui ai demandé de sortir des jeux, de s'isoler, entre guillemets, des différents textos qu'elle pouvait recevoir. Vous avez des enfants, Romain? Oui, 2.
D'accord, ils sont quel âge? C'était déjà... Elles avaient 15 ans et 5-6 ans. D'accord, donc vous leur avez dit, les enfants aussi, je veux pas qu'ils... Ah oui, extinction de la télé, pas de radio. Et, ça a dû être terrible pour elle, parce qu'elle a dû être dans un stress terrible. En plus, elle vous a écouté, elle l'a fait? Ou bien elle a... Oui, bien sûr. Elle l'a fait, elle n'a pas craqué, elle n'a pas... Elle connaît la nuisance que peuvent avoir les médias. D'accord. Et je pense que justement, sur ces interventions-là, une chaîne d'information... Continue toujours, d'ailleurs, dans la même... Ça vous a porté préjudice, les informations qu'ont données les journalistes pendant ce... Tout à fait, je crois même qu'il y a des plaintes qui ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui. D'accord. Donc, preuve que... Alors, vous partez à combien là-bas? C'est quoi le... À ce moment-là, il y a quasiment les 3/4 de l'effectif du GIGN qui sont engagés sur la traque, le 8, avec un secteur délimité qui est partagé en deux avec le RAID. Et une partie du GIPN de Lille, il me semble. Et en fait, on a des zones bien définies à ratisser, mais vraiment à proprement parler. Ça représente combien d'hommes? Ça, c'est les 3/4 de l'effectif? Les 3/4 de l'effectif, à ce moment-là, on était quasiment un peu plus de 100 opérationnels. Ouais. D'accord. Entre 100 et 120 opérationnels. Les autres qui étaient en dispo, stage, permission, etc., ont été bipés également. Comme je vous disais tout à l'heure, ils n'ont pas demandé leur reste, ils sont revenus d'initiative. Ouais. Et dans la nuit, en fait, du 8 au 9, il y a eu une bascule de force, on appelle ça, qui a été programmée par le commandement, c'est-à-dire relever les personnels qui avaient déjà fait 24 heures sur le terrain, pour qu'ils se reconditionnent et pouvoir continuer avec le reliquat de personnel qui arrivait. Alors, quand vous arrivez, vous étiez à l'imprimerie, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, lorsqu'on arrive, il y a un mauvais aiguillage avec une petite temporisation dans la communication entre les éléments de gendarmerie départementale qui sont sur place et nous, premiers éléments qui arrivons sur les lieux. On nous indique, forcément, étant donné la dangerosité des individus, il avait été demandé de faire un bouclage large. Donc les gendarmes départementaux présents nous indiquent, eux connaissent le terrain, mais nous non, et ils nous indiquent le hangar au bout à gauche. Le hangar au bout à gauche était en fait un entrepôt d'un grand groupe de distribution. Donc c'était pas le bon endroit. On commence à partir dessus. Très rapidement, les hélicoptères arrivent et commence l'aérocordage avec les autres équipes. Et rapidement, on a l'info que c'est pas là, mais c'est juste à côté. Donc réarticulation très rapide et on se dirige sur l'imprimerie. À ce moment-là, il y a un véhicule qui était du même modèle et de la même couleur que le véhicule signalé des individus qui se présentent au bout de la rue. Incroyable. Petit ascenseur émotionnel, où là, en fait, on se dit, ça y est, c'est le moment. Mais clairement, c'était une solution de facilité pour nous, car si les individus se présentaient là, c'était terminé. Voilà, la puissance de feu. Et donc là, c'était qui? C'était quelqu'un qui avait... C'était, je pense, quelqu'un qui sortait du travail et qui voulait... mauvais endroit. Aller. Mais ça, c'est une vraie info. Je pense qu'il a eu peur et a mis une petite marche arrière et il a retrouvé. Oh là là. Ah ouais, c'est incroyable. Rendez compte le hasard, enfin le mauvais hasard. Alors ensuite, vous allez, ça va être bientôt l'assaut. Vous savez qu'il y a un otage. Ouais. Les frères Kouachi vont commencer à sortir, commencer à tirer. Vous êtes où, vous, à ce moment-là? Au moment en fait où ils sortent de l'imprimerie, moi j'ai eu la chance de pouvoir occuper plusieurs postes en fait sur la préparation de l'assaut et sur l'assaut. Et après avoir pris un poste d'appui sur le hangar qui se situait en face de l'imprimerie, je suis redescendu du toit pour rejoindre les colonnes. Mon chef de groupe avait déjà prévu un bouclier, alors que habituellement on me mettait bouclier parce que vous étiez bouclier normalement? Habituellement? Habituellement sur les missions, oui. Alors on va expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que le bouclier, c'est que vous êtes c'est vous qui êtes en première ligne. C'est ce qu'on appelle le paratonnerre en fait. Vous savez que vous allez prendre la foudre. Voilà. Et le but en fait, c'est justement d'attirer la foudre pour que ce ne soit pas vos camarades qui la prennent et que ça soit du grand banditisme ou du terrorisme, que le terroriste focalise les feux sur vous qui êtes protégés. Pour pouvoir, ouais. Alors c'est toujours pareil, dans la protection balistique, il y a une certaine limite, il y a toujours des endroits qui sont découverts, mais on accepte ce facteur et on sait qu'on va essayer de tout concentrer sur nous pour que le travail soit fait pour la neutralisation des individus.
C'est incroyable. Et donc ce soir-là, jour-là, vous n'étiez pas bouclier. Donc, étant donné que j'étais parti prendre un appui sur le toit en face, Oui. l'équipe constituée pour être bouclier avait été prévue sans moi, ce qui est tout à fait normal. Et je suis réarticulé avec l'équipe de Manu. Et en fait, au moment où on va se mettre en place, on avait fait une brèche dans un grillage qui est sur le côté de l'imprimerie. Et au moment où on arrive à la brèche, puisqu'on avait comme mission de pénétrer par la façade opposée, donc la façade qui est à droite de la porte d'entrée quand vous êtes face à l'imprimerie, des charges explosives a été placées et notre but était donc, notre mission pour nous était de pénétrer par ces brèches-là. Et au moment où on arrive donc à la brèche du grillage pour traverser et aller derrière, on entend à la radio l'annonce comme quoi la porte s'entrouvre. Donc là forcément, il y a une temporisation qui doit durer environ une trentaine ou une quarantaine de secondes, ce qui, dans ces moments-là, paraît une éternité. Ouais. On est bien conscient que notre mission n'allait pas de rester là. Donc, au moment où, en fait, où on se remet en mouvement, c'est à ce moment-là qu'ils sortent et qu'ils commencent à ouvrir le feu sur tous les personnels qui sont devant l'entrée et qui sont directement à droite en sortant de l'imprimerie. Donc, moi, je me trouve à peu près une vingtaine de mètres des individus. Et là, en fait, c'est un déluge de feu qui commence avec tout ce qui est rattaché. Vous voyez les feuilles, les haies qui commencent à se faire tondre, l'arbre qui est à côté. J'ai un camarade qui s'est caché, qui s'est fait tout petit avec l'écorce qui ramasse. Et là, en fait, vous êtes en partie happé par l'action parce que c'est votre but, c'est les arrêter. Le but, il était de vraiment les encager pour plus qu'ils ne fuient. Et ensuite de les interpeller, quoi. Ça a duré combien de temps l'échange de coups de feu, à peu près? L'échange de coups de feu, ça a été assez rapide, il me semble. Ah oui, c'est ça, oui. Environ une dizaine de secondes. Il y a eu 2 phases de feu, en fait. Ouais. La première, justement, au moment où on se remet en mouvement, et là, ils sortent. Très rapidement, il y a une partie de ma colonne qui s'engage en renfort sur les individus. Après, technique du spaghetti cuit, on appelle ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire que si vous prenez un spaghetti cuit, vous le mettez sur un plan de travail mouillé, vous le faites faire le serpent et il va suivre. Et donc, si les premiers s'engagent dans une voie, il y a des grandes chances que le spaghetti suive. Donc, la colonne risquait de suivre. Et la lucidité de tous les intervenants dans une colonne, c'est d'avoir la capacité de réaction en se disant, OK, certes, mon chef est devant, c'est lui qui commande la manip, il est parti devant pour porter main forte à mes camarades, mais on a le devoir d'aller remplir la mission qui nous est attribuée de l'autre côté. Sûr. Et à ce moment-là, je jette un coup d'œil, je vois tous mes camarades qui vont suivre, parce qu'on veut tous aller au feu. Et on part rapidement se placer à notre base d'assaut de l'autre côté, parce que sur le briefing, il était clairement établi qu'à partir du moment où les frères Kouachi mettaient les pieds à l'extérieur de l'imprimerie, on déclenchait ce qu'on appelle le plan d'assaut d'urgence, qui est un plan en fait qui visait à ce moment-là à interdire complètement le retour des terroristes à l'intérieur de l'imprimerie parce qu'il restait un otage qui n'était pas identifié pour eux à l'intérieur. Mais au moins, en cas de piégeage à l'intérieur, etc., l'explosif faisait son travail de dépiégeage et on pouvait pénétrer en sécurité relative et les empêcher de re-rentrer à l'intérieur pour préserver la vie de l'otage. Vous auriez aimé les attraper vivants? Bien sûr, c'était l'objectif. C'était l'objectif, mais c'était impossible. C'était très très compliqué, effectivement. Ah bah oui. C'était très compliqué. Étant donné que les individus, à ce moment-là, il était établi qu'il y avait différents réseaux en parallèle avec eux. Ah oui, oui. Il y avait des forts soupçons de piégeage. Bien sûr. Et à ce moment-là, déjà, eux, on savait qu'ils étaient porteurs de grenades, de gilets. On ne savait pas si c'était des gilets explos au-delà des gilets pare-balles. Et s'ils étaient arrivés dans l'imprimerie avec un renfort, peut-être dans l'imprimerie, qui aurait déposé des choses, etc., on ne savait pas. C'est ça. Donc, vous établissez, si vous voulez, une distance de sécurité que vous considérez comme tolérable jusqu'au moment où les individus sont trop proches. Et là, vous n'avez plus de choix. Sur le départ, vous faites du tir de neutralisation aux membres. C'est ce qui s'est passé. La première partie de feu a été sur les membres, avec des individus qui, étant donné leur infériorité numérique, sautaient dans tous les sens. On a pensé à un moment qu'ils étaient sous drogue, etc. Les autopsies ont révélé l'inverse. On les a vus sauter dans tous les sens pour rendre plus compliqué le tir de cible mobile.
Il y a même un moment où Chérif Kouachi est tombé, a posé un genou, il s'est fait toucher au bras, il a changé l'arme de côté pour reprendre le feu et continuer à avancer sur les camarades, jusqu'au moment où la distance dont je vous parlais devient trop proche. Et on sait que si là, il se fait claquer, il risque d'emmener des camarades avec lui. Donc là, il faut et là, il aucun risque. faut effectuer un tir de neutralisation par un tir à tuer. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il savait bien qu'il n'avait aucune chance. Là, il ne pouvait pas s'en sortir. Donc forcément, voilà, même. On reste persuadé qu'à ce moment-là, ils ne sont pas conscients de la puissance de feu qui est à l'extérieur. Ah ouais, c'est ça. D'accord.